Et nous allons commencer directement, sans transition, avec la première table sur les nouveaux espaces de conflictualité. Donc nous commençons avec cette table qui aborde les phénomènes les plus récents. Elle est donc une ouverture vers d'autres disciplines, notamment la science politique. Cette table est donc celle des nouveaux espaces de conflictualité. En effet, après une phase dite des dividendes de la paix, qui vit les dépenses mondiales dans le domaine de l'armement baisser jusqu'à 1139 milliards de dollars en 1998, celles-ci sont reparties à la hausse pour atteindre en 2023 les 2443 milliards de dollars. Donc, pour ne donner que cet exemple, il va sans dire que notre siècle n'est pas et ne sera pas un siècle sans guerre ni conflictualité, conflictualité qui pour beaucoup s'est étendue à de nouveaux domaines. Le but est ainsi pour cette table d'aborder ces nouveaux espaces de conflictualité en faisant bien attention à mettre les guillemets, car nous allons voir avec nos deux interventions que ce terme peut être remis en question. Nous avons donc pour nous parler au cours de cette table deux intervenants, le général Jean-Marc Laurent et M. Adrien Chu. Bonjour messieurs, merci d'être venus. Je vais donc commencer par présenter le général Jean-Marc Laurent. Général, bonjour, merci d'être venu et d'ouvrir la marche pour cette journée. Vous êtes général de corps aérien, vous avez rejoint l'armée de l'air en 1978, vous êtes breveté pilote de chasse en 1983, vous finissez par prendre des charges administratives et vous rejoignez la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense, vous finissez également par diriger le centre d'études stratégiques aérospatiales. En 2011, après avoir été promu général de corps aérien, vous devenez officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Et c'est en 2014 que vous décidez de quitter vos fonctions militaires. Et en 2015, vous fondez la chaire Défense aérospatiale à Sciences Po Bordeaux. Cette chaire est associée à de nombreuses entreprises de la défense et du domaine aérospatial. Elle a comme but revendiqué trois axes: la formation, la recherche et la diffusion. Vous avez d'ailleurs fêté les 10 ans de cette chaire cette année en janvier. Chaque année également avec cette chaire, vous organisez à Sciences Po Bordeaux une école d'été sur la thématique de la défense et de l'espace. Et chaque année également, en coopération avec l'association des auditeurs de l'IHEDN d'Aquitaine, vous organisez une semaine de séminaire qui pour cette année a lieu en ce moment même, une semaine de séminaire très intéressante pour y avoir participé l'année dernière. Je rajouterai également que vous êtes membre du think tank Way for Space, ainsi que membre fondateur du Centre spatial universitaire de Nouvelle-Aquitaine, NASC. Pour citer votre dernier article, on peut donc aller sur le magazine Space International dans le numéro d'octobre-décembre 2024 sur la capacité de mobilité sus-lunaire un préalable au destin lunaire de l'Europe. L'espace est donc un sujet que vous connaissez très bien, et c'est bien de l'espace que vous allez nous parler aujourd'hui. Et plus précisément, nous allons voir avec vous l'espace comme un nouveau vecteur de conflictualité. Je vous laisse la parole, mon général. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très heureux et très honoré d'être accueilli ici. Alors, on ne connaît pas vraiment l'espace. D'abord, on n'y est pas allé. Je ne crois pas qu'il y en ait ici qui ait la chance d'être allé. Moi, j'ai fait la sélection cosmonaute, mais je n'ai pas été tout à fait jusqu'au vol. Ce que je dis là, ce n'est pas simplement pour plaisanter, c'est pour aussi dire que la représentation que l'on se fait de l'espace est souvent erronée. On a une idée, une image de ce qu'est le spatial qui ne correspond pas à la réalité, sachez-le. Et on a cette tentation permanente, on en parlera avec Adrien certainement tout à l'heure, de vouloir apposer au monde spatial des schémas connus sur Terre, en matière de sciences politiques, en matière de droit, en matière de réflexions diverses et variées liées à la conflictualité, et on se trompe très souvent. Voilà. L'espace, c'est pas la Terre, et il faut absolument, ce sera une précaution initiale peut-être, vraiment essayer d'échapper à toute tentation d'associer l'espace ou des activités spatiales plutôt, parce que l'espace c'est l'environnement, à ce que l'on fait sur Terre. Alors, l'espace ou les activités spatiales sont nées dans la conflictualité et pour la conflictualité. Il n'y a pas d'espace civil pacifique à l'origine, d'accord ? Le spatial est né en fait il y a très longtemps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les V2. Les V2 allemands étaient des vecteurs spatiaux. Ils allaient dans l'espace, alors pas très haut, mais dans l'espace malgré tout. D'ailleurs, la première image faite de la Terre depuis l'espace a été produite par un V2 équipé d'une caméra, un V2 récupéré par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, dans les années 50, l'accès à l'espace se fait dans une logique d'accès pour les missiles balistiques qui vont tenter, comme le V2 d'ailleurs, d'atteindre un adversaire éloigné. Les V2, on parlait de l'Angleterre par rapport à l'Allemagne, là on va parler de l'URSS ou des États-Unis, l'un par rapport à l'autre. Mais l'idée c'est bien ça, c'est de développer des armes qui vont traverser l'espace, pas par utilité, mais par nécessité, puisque c'est balistique et que, je dirais, la distance franchie est proportionnelle à la hauteur atteinte. Et c'est comme ça qu'on va développer les premiers outils spatiaux. Alors bien entendu,
rapidement, on va s'apercevoir que au lieu de mettre une charge nucléaire au 3e étage, au dernier étage de la fusée, si on mettait quelque chose qui resterait de façon plus permanente dans l'espace, ça pourrait avoir des utilités, des intérêts également militaires qui pourront être exploités. Et c'est ce qui va se passer. Mais encore une fois, la technologie est totalement la même. Une fusée, un missile, c'est la même chose. D'accord ? À Bordeaux, ici, le groupe Ariane Group développe à la fois Ariane et les missiles de la dissuasion nucléaire, les M51. C'est exactement la même technologie. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en matière de droit, on est très prudent de ne pas proliférer de la technologie civile des fusées pour éviter de proliférer la technologie des missiles balistiques. Voilà. Donc il y a un lien extrêmement fort, permanent entre défense et activité civile spatiale. Alors bien entendu, dans les années, les missiles ça vole pas tous les jours hein, dans le ciel et dans l'espace, et on va surtout utiliser l'espace à des fins, je dirais, plutôt satellitaires que pour des missiles balistiques. Ça va se développer au travers des années 60 hein, et au-delà jusqu'à aujourd'hui pour deux enjeux bien particuliers. Un enjeu à caractère stratégique. L'enjeu à caractère stratégique va consister à observer principalement un adversaire désigné pour évaluer ses montées en puissance militaire, sa montée en puissance nucléaire pendant la guerre froide, et pour essayer de comprendre ses intentions. Ce spatial stratégique, je mets ça entre guillemets, est toujours existant et on s'en sert tous les jours pour, par exemple, regarder ce que font les Coréens du Nord, regarder ce que font les Iraniens, les Chinois en mer de Chine, etc. Donc c'est pas un spatial dédié à l'action militaire au sens cinétique du terme, hein, mais vraiment à avoir une idée du comportement ou des postures des autres. Voilà. Récemment, on l'a aussi utilisé pour surveiller je dirais, la montée en puissance russe hein, et l'invasion russe en Ukraine. Voilà. Ce spatial stratégique, c'est un spatial aussi qui sert, comme à l'origine, à la dissuasion nucléaire. C'est aussi ce spatial-là qui nous permet d'observer non pas, je dirais, l'avancée des forces adverses, mais de détecter des mouvements stratégiques, comprendre missiles balistiques hein, de l'adversaire. Donc c'est aussi ce spatial qui va, je dirais, essayer de comprendre et de détecter et d'alerter, je dirais, toute tentative hein, d'action stratégique, comprendre nucléaire, de l'adversaire. Voilà. Ça existe toujours. Deuxième spatial, entre guillemets, c'est le spatial plutôt tactique. C'est celui que vous connaissez certainement le mieux. C'est le spatial ou les activités spatiales qui vont soutenir l'effort militaire à terre. À terre, terre, air, mer, d'accord ? Mais en tout cas, dans la zone terrestre, voilà. Ce spatial s'est développé quasiment en même temps, hein, dans les années 60, hein, avec une profusion d'imagination que l'homme et l'humanité est toujours capable de mettre en place. Dès la guerre du Vietnam, hein, on a des premiers satellites de communication, de météorologie, d'observation bien entendu, et puis au fur et à mesure du temps, dans les années qui vont suivre, les décennies qui vont suivre, on va de plus en plus utiliser le satellite pour soutenir les forces à terre, d'accord ? On parle de Space to Earth, pour bien indiquer qu'il s'agit d'un spatial d'appui, un spatial périphérique, dont le but n'est pas de faire la guerre dans l'espace, mais d'appuyer les opérations au sol. Voilà. Alors tout ça, ça va beaucoup se développer dans les décennies 60, 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, avec en particulier un moment fort qui est la guerre du Golfe en 91, où on va utiliser de plus en plus, et on va constater l'utilisation importante des satellites, je dirais, pour l'activité militaire. Mais ça ne va pas s'arrêter là, et moi j'ai eu l'opportunité d'aller en Asie centrale, hein, pour le conflit que vous connaissez, et je peux indiquer le nombre de satellites, je dirais, éminemment important que nous utilisions chaque jour, ou dont nous protégions chaque jour, hein, parce que dans le ciel ou dans l'espace, je dirais, afghan, eh bien, en permanence, il y avait des dizaines de satellites hein, qui nous servaient
des satellites qui nous observaient et puis aussi des satellites qui nous desservaient. Parce que l'action, je dirais, dans l'espace visant à contrecarrer l'opposant, l'adversaire, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, et je vais en parler parce que c'est vraiment ce qui est nouveau aujourd'hui. Voilà. Des dizaines de satellites. Mais pour que des dizaines de satellites qui bougent en permanence autour de la Terre soient à un instant T vertical, une région où on opère, ça veut dire qu'il en faut encore beaucoup plus qui tournent autour de cette Terre, je dirais, pour être utilisés. Alors aujourd'hui, avec l'émergence des constellations, on n'est plus à des dizaines, on est à des milliers, et les constellations Starlink, ou plutôt Amazon, Kuiper, etc., eh bien, augmentent de façon, je dirais, exponentielle presque, le nombre de satellites. Donc ce nombre de satellites n'a plus vraiment de sens en tant que tel. Voilà, on a des milliers de satellites qui nous servent tous les jours à l'action militaire. Voilà. Alors, ce spatial que j'indiquais comme Space to Earth tout à l'heure est en train, et c'est ça qui est nouveau, et je crois que c'est ça qui est intéressant pour vous, de se doubler, ça existe toujours, mais il se double d'une autre forme de spatial, qui est un spatial qu'on pourrait appeler Space to Space, qui est un spatial de l'action spatiale dans l'espace pour l'espace, visant à générer des activités, je dirais, de bataille, sinon de guerre, on va être prudent, de bataille, sinon de guerre, dans l'espace. Voilà. Alors, ce spatial a toujours existé plus ou moins. Dès les années 60, on a imaginé des mines dans l'espace, on a imaginé des satellites, des missiles antisatellites, on a même utilisé la bombe nucléaire par des explosions dans l'espace, non pas pour des actions à terre, mais pour détruire par des impulsions électromagnétiques des satellites adverses. Voilà. Bon, l'imagination humaine est débordante en la matière, mais c'est depuis une vingtaine d'années que les choses évoluent très très vite. Voilà, ça fait déjà 20 ans, on n'en parle pas trop, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait déjà 20 ans qu'on développe, je dirais, des activités spatiales et des outils spatiaux pour lutter dans l'espace, comme on lutte dans les airs, en mer ou sur Terre. Donc, ce domaine spatial devient un espace, alors, qui a été appelé par l'OTAN opérationnel. J'aime pas trop le terme, parce que ça veut dire qu'avant il l'était pas, mais il était déjà avant. Mais disons opérationnel au sens où on conçoit, je dirais, le combat dans l'espace. Certains conçoivent le combat dans l'espace. Il y a encore pour beaucoup d'États une espèce de refus, de déni intellectuel d'utiliser cet espace dont la vocation initiale a somme toute été pacifique, de l'utiliser à des fins non pas que militaires, parce que la militarisation de l'espace, c'est depuis les origines, vous l'avez compris, mais de combat dans l'espace. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où on a des États qui ne veulent pas être dominés. C'est le cas par exemple des États-Unis, éviter un Pearl Harbor spatial, donc plutôt que d'être dominé, on va chercher à être dominant, d'accord ? Et puis il y a des puissances qui ne veulent pas être, elles, dévorées, parce qu'elles sentent, je dirais, des fragilités dans leur système structurel, et donc elles vont au contraire chercher à dévorer les autres, et on note depuis une vingtaine d'années à peu près, des actions de démonstration de puissance, de démonstration de force, parfois d'ailleurs, je dirais totalement irresponsables, comme détruire des satellites, soit par collision d'un autre satellite, soit par un missile anti-satellite, et ça génère, on parlait d'environnement, des débris à profusion, et les débris deviennent eux-mêmes des menaces dans l'espace dont il faut se protéger. Alors, je fais une toute petite parenthèse sur les débris, il y en a beaucoup, mais pas non plus s'affoler. Je vous ai parlé de constellations à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de satellites. Si c'était invivable dans l'espace, il n'y en aurait pas. Voilà. Donc, on reste encore dans des mesures tout à fait acceptables. Les débris, si on devait les rassembler en un seul morceau, bon, c'est pas possible, mais si on devait les rassembler en un seul bloc, ça fait à peu près la taille d'une boîte de conserve dans la Méditerranée. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, sur-exagérer sur les débris spatiaux, même si c'est pas des boîtes de conserve, ça bouge un peu dans tous les sens, donc ça peut générer quand même des dégâts. Mais enfin, voilà, ça peut générer des dégâts, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, on a cette volonté de pays, je dirais, d'acquérir de la puissance, que ce soit des puissances spatiales ou des puissances non spatiales. Les missiles anti-satellites peuvent être tirés depuis le sol. Il n'y a pas besoin d'être une puissance spatiale pour
détruire un satellite dans l'espace, en tant que tel. Hein, voilà. Voilà. On a aussi des bouleversements stratégiques, bon, je ne vais pas m'étaler sur la question, hein, mais des confrontations, des contestations, je dirais, entre États. Et puis il y a aussi, je parle de constatation, une volonté de remettre en cause un certain ordre international, en particulier en matière de droit, Adrien en parlera certainement, et de chercher à contourner justement les règles convenues en matière de droit international et de droit de l'espace, un droit qui est encore lacunaire même s'il existe et qu'il se développe, hein, et d'essayer de profiter des trous dans la raquette pour justement développer des actions pouvant contrecarrer l'adversaire. Mais tout ça n'est possible, c'est vrai pour tous les grands conflits, hein, ceux du XXe siècle avec l'avion, le char, la bombe, etc. Tout ça n'est faisable que si ces dominants ou dominés qui veulent dominer peuvent s'appuyer sur des leviers technologiques qui leur permettent justement d'exprimer leur volonté. Et c'est un petit peu la particularité du moment et du milieu, c'est que, à l'heure où je vous parle, on est dans une profusion de technologies nouvelles, utilisables dans l'espace, qui sont des technologies qui peuvent, bien sûr, avoir des applications civiles très pacifiques, mais qui peuvent aussi être détournées à des fins militaires. Alors, quelles sont ces technologies? Je vais vous en donner quelques-unes pour que vous compreniez un petit peu la chose. J'ai parlé des missiles antisatellites, ils se développent. Beaucoup de pays ont aujourd'hui les capacités, je ne vais pas revenir dessus. Celle qui me paraît importante aujourd'hui, et en tant qu'aviateur, peut-être plus qu'à d'autres, Jérôme de Lespinois, vous verrez tout à l'heure, l'évoquera certainement, c'est la manœuvrabilité, la mobilité dans l'espace. Jusqu'à présent, les satellites étaient des objets qui tournaient de façon récurrente et donc prédictible autour de la Terre. On les injectait sur une orbite et puis ils tournaient jusqu'à un certain temps, parce que même dans l'espace, il y a quelques molécules d'air qui freinent, je dirais, les satellites. Donc au bout d'un moment, ils retombent sur Terre, mais le moment, ça peut être quelques mois, quelques années, voire quelques centaines d'années, ça dépend de la distance de la Terre. Mais voilà, ils tournaient de façon assez prédictible. On développe aujourd'hui des technologies de mobilité, de manœuvrabilité dans l'espace. Et à partir du moment où ces technologies existent et qu'on les applique dans le monde militaire, eh bien cette prédictibilité disparaît. Et ça génère de l'incertitude, de l'ambiguïté, du doute, et ça peut générer du conflit. Mais si conflit il y a, ça peut aussi être un facteur, je dirais, d'action dans l'espace. Voilà. C'est un petit peu comme il y a 100 ans ou 120 ans maintenant, hein, dans l'aérien. Hein. Au début, on observait depuis le ciel à partir de ballons captifs. Hein. Les ballons captifs, c'est un peu les satellites que l'on connaît jusqu'à présent. Et puis l'avion est arrivé. L'avion, c'est quoi? C'est un ballon captif qui n'est plus captif et qui commence à bouger dans l'espace. Voilà. Alors, dans les satellites, on n'est pas encore au stade du Rafale, on ne fait pas des loopings, parce qu'il y a comme une mécanique spatiale qui oblige. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'espace, ou alors il faut avoir énormément d'énergie. Alors, beaucoup de gens se disent c'est impossible. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire impossible. Peut-être qu'à la fin du siècle, au siècle prochain, il y aura des capacités énergétiques qui permettront de faire des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui dans l'espace, comme on n'imaginait pas encore dans les années 10 ou les années 20 du siècle dernier tout ce que ferait l'avion 30, 40 ou 50 ans plus tard. Voilà. Donc la mobilité, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est en train de complètement révolutionner, je dirais, l'activité dans l'espace en général, parce que ça peut aussi servir à des activités civiles, de space logistics par exemple, mais militaires en particulier. Mais il y a d'autres moyens qui sont aujourd'hui utilisables dans l'espace à des fins militaires. C'est par exemple les lasers. Les lasers tirés depuis le sol, depuis l'espace. Alors les lasers, ça sert à plein de choses. Ça peut servir de façon très pacifique à faire des communications. Dans le monde militaire, c'est intéressant parce que c'est des communications peu brouillables, pour l'instant, d'accord, par rapport aux communications électromagnétiques. Mais ça permet aussi, avec des lasers de puissance, de neutraliser, pas forcément de détruire. On est dans le non-cinétique. Pour neutraliser un satellite, il suffit par exemple de neutraliser ses capteurs. Voilà, ou de neutraliser son moteur qui lui permet de temps en temps de remonter son orbite, etc. Voilà, donc on développe tout ça. Les lasers, ça permettra peut-être, là je fais un peu de science-fiction, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des laboratoires américains qui travaillent ardemment sur le sujet, ça permettra peut-être, je évoquais les débris tout à l'heure, de manipuler les débris.
Voilà, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut créer une espèce comment dire, d'environnement qui modifie, grâce à la chaleur apportée par un laser, d'environnement autour d'un satellite ou d'un débris plutôt, sa trajectoire. Et si vous arrivez même à dévier la trajectoire d'un débris de 0,5 degrés, eh bien, au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, ce débris peut totalement changer d'orbite. Hein, et si vous avez couplé ça à un système de calcul puissant, eh bien, vous pouvez comment dire, transformer votre débris en arme par destination vis-à-vis d'un satellite que vous aurez visé, mais en ayant anticipé peut-être de plusieurs mois. D'où la difficulté d'ailleurs d'identifier l'auteur, je dirais, de la manœuvre. Voilà. Donc on est dans ces logiques-là qui sont, je dirais, prospectives, mais extrêmement intéressantes sur le plan de la conflictualité dans l'espace. Bon, il y a d'autres outils que l'on utilise, hein, ou qu'on utilisera dans le siècle. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation où on est, je le disais, je reprends l'image parce que moi je la trouve, enfin je l'aime bien, on est un petit peu comme dans les années 20, je dirais, de l'aérien. Hein. On avait encore des avions du siècle dernier, hein, il y a 100 ans, on avait des avions en toile et en papier, hein, et on n'imaginait pas que 20, 30 ans, 40 ans plus tard, on aurait des avions métalliques qui passent le mur du son, qui volent vite, très haut, etc., et qui ont des capacités, des radars, etc. Voilà. Et bien l'espace c'est pareil. Vous êtes jeune, et ce que je vous dis là sera rapidement dépassé. D'accord ? Et quand dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, je ne sais pas, ça dépendra bien sûr du contexte, mais ça sera à l'ordre de grandeur, avant la fin du siècle en tout cas, d'accord ? On sera dans ce même écart, je dirais, de compréhension de ce qu'est la conflictualité dans l'espace. Donc aujourd'hui, l'espace devient un enjeu, je dirais, de conflictualité extrêmement fort. S'il me reste 2 minutes, je vais les utiliser pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. On n'observe pas ça naïvement et bêtement. Alors, on n'observe pas, ça dépend des pays. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pays qui font du déni. D'accord ? Ils ne veulent pas entendre parler. Hein. Par principe idéologique, hein, l'espace, c'est pacifique, c'est un espace commun, hein, de l'humanité, et donc il n'y a pas, je dirais, à réfléchir, à développer des outils capables d'agir militairement dans l'espace, militairement au sens, encore une fois, space to space, hein, avec des logiques de combat dans l'espace. Combat qu'il faut totalement, je le disais en introduction, écarter de votre esprit comme étant des batailles, hein, de type terrestre. Hein, donc vous écartez Star Wars. Hein, Star Wars, c'est du domaine strictement de l'impossible, hein, sur un plan mécanique, hein, d'accord. C'est impossible. Donc vous l'écartez de votre tête, ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Ça sera autre chose que vous n'imaginez pas et que je peine moi-même à imaginer, hein, même si je travaille tous les jours dessus. Ça sera autre chose, peut-être aussi violent d'ailleurs. Hein, ça sera certainement le point commun. Mais ça sera autre chose. Voilà. On ne fait pas un virage à 90 degrés dans l'espace. Ça n'existe pas. Voilà. Hein. Il n'y a pas de bruit dans l'espace. Il n'y a pas de... voilà. On travaille sur des facteurs temps. La relation du temps... je parlais de représentation tout à l'heure. La relation du temps à l'espace... l'espace au sens de la distance, n'a rien à voir dans l'espace que sur Terre. Voilà, hein, il faut quelques heures pour mettre un satellite en orbite de basse altitude, il faut des jours pour mettre un satellite en géostationnaire, voilà, de façon stabilisée. Alors qu'en même temps, il faut moins de temps pour aller sur la Lune depuis la Terre. Vous voyez, donc il y a une relation de l'espace au sens de la géographie spatiale, au sens des distances et du temps, qui n'ont rien à voir avec la Terre. Donc, si on essaye de transposer le combat terrestre au combat spatial, on risque réellement de se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je vous dis, il y a beaucoup de pays qui font rien, et qui ne veulent rien faire. D'abord, ils n'ont pas forcément les capacités technologiques et financières, mais aussi, certains les ont et ne font rien parce qu'ils n'ont pas envie, hein, par principe. Et puis, il y a quelques pays, la France en fait partie, c'est le seul en Europe, sachez-le. C'est le seul pays en Europe, hein, et dans l'Occident, il n'y en a que deux, hein, la France et les États-Unis. Les États-Unis et la France, bien sûr, à des échelles différentes, ça va de soi, mais on est les deux seuls pays à concevoir, et donc à mettre en place des doctrines de combat dans l'espace, d'accord ? Les seuls pays, il n'y en a pas d'autres, hein, pour l'instant, d'accord ? Hein, donc qu'est-ce qu'il faut pour faire face ? Il faut d'abord développer une stratégie, des concepts, des doctrines, je viens d'en parler. On l'a fait en France, hein, et on est encore une fois le seul pays en Europe. On le fait beaucoup d'ailleurs en relation,
pas en collusion, mais je veux dire en coopération intelligente avec les États-Unis, parce que les États-Unis reconnaissent la France comme capable en la matière, et nous, bien sûr, on ne peut que reconnaître la capacité américaine sur le sujet. Donc on développe des doctrines. Ensuite, on développe des outils. Qu'est-ce qu'on a comme outils? On a l'outil d'abord d'observation. On appelle ça la surveillance spatiale, hein, qui permet par des radars très spécifiques d'observer le ciel depuis la Terre, mais aussi de plus en plus par des systèmes satellisés qui observent l'espace depuis l'espace. D'accord? Voilà. Et puis dans la perspective d'aller sur la Lune, qui sera aussi certainement générateur non peut-être pas de conflit, hein, je l'espère pas en tout cas, mais de rivalité, eh bien on est aussi dans cette surveillance de plus en plus de l'espace cislunaire entre la Terre et la Lune. Et il y aura peut-être donc des systèmes d'observation depuis la Lune, hein, ou à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Voilà, on observe. Observer, c'est une chose. Ensuite, il faut ingurgiter et analyser les données. Hein, quand on regarde une image du ciel, on a un fouillis complet, hein, on n'y voit strictement rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'intelligence artificielle. C'est là que l'intelligence artificielle est d'un très grand intérêt dans le spatial, pour voir l'invisible, enfin ce que l'humanité, hein, l'humain n'est pas capable de voir. Une fois qu'on a vu, eh bien, on essaye de comprendre les intentions. C'est un peu comme dans l'aérien, on a les radars, on regarde les avions, est-ce que c'est un avion ami, un avion ennemi, est-ce qu'il a une intention agressive, pas agressive? On classifie, on hiérarchise les menaces, et donc ça demande des outils spécifiques, on appelle ça du command and control, hein, de commandement, hein, de gestion de l'espace. Et une fois qu'on a peut-être identifié une menace, eh bien, il faut intervenir. Et donc nous développons aujourd'hui en France, hein, comme aux États-Unis, des outils capables d'aller voir ce qui se passe. Hein, on a un programme qui s'appelle Yoda, hein, on appelle ça satellite furteur, hein, voilà, qui peut aller voir, alors c'est sur leur budget géostationnaire, voir un peu des intentions malignes, voilà, mais il y en aura d'autres à d'autres niveaux d'orbite. Et puis le cas échéant, alors on ne les a pas, mais on y pense, et dans quelques temps on les aura, eh bien peut-être nous aurons des satellites offensifs. Alors, offensifs, mais défensifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être offensif pour aller attaquer les autres, mais pour se défendre, justement, d'une agression d'un autre. Voilà. Et puis, in fine, puis je vais terminer par là pour ne pas trop prendre de temps, in fine, une fois que la bataille sera faite, il faudra peut-être, pour des soucis de résilience, des soucis de permanence de la capacité, intervenir dans l'espace pour réparer, remplacer, ravitailler, voilà, c'est ce que j'appelle la space logistics. Hein. Alors, on utilise le mot anglais, pas français, haïtien, pardon, parce que le mot logistics en anglais ne veut pas dire la même chose que logistique en français. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Hein, et donc, on garde dans le domaine spatial le mot logistics en anglais. Hein, c'est pas simplement une affaire de style, c'est une affaire de périmètre. Voilà. Donc, on va dans l'espace, hein, pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe et pour remettre en ordre, comme on le fait sur un champ de bataille. Hein, un char a été touché par l'adversaire, on va amener une grue, des réparateurs, des mécaniciens pour réparer le char de façon à ce qu'il puisse repartir. C'est vrai pour les avions, c'est vrai pour les bateaux également. Mais on fera exactement la même chose dans l'espace. Voilà. Tout ça, on est en train de le mettre en place. Et des éléments de tout ce que je viens de dire, pour la France, j'ai bien dit pour la France, sont en train de se mettre en place. Alors, il y a la France, il y a les États-Unis qui sont très en avance. Les États-Unis sont la puissance dominante dans l'espace, d'accord, hein, que les choses soient extrêmement claires. Hein. Les États-Unis sont très loin devant tout le monde. J'entends souvent les médias dire les Chinois sont en train de rattraper les États-Unis. Non, non. Dans le domaine militaire, c'est pas vrai, d'accord. Non seulement il y a un écart important, mais l'écart est divergent. C'est-à-dire que les Américains divergent en puissance, hein, vis-à-vis des Chinois. Ce qui n'empêche pas le programme spatial chinois d'être un programme extrêmement ambitieux et qui démontre chaque jour des grandes capacités. Mais voilà, il faut ramener aussi là les choses à leur niveau. Hein. Les États-Unis dépensent à peu près 50, on ne sait pas trop, mais 55 à 60 milliards de dollars par an pour le spatial. Hein. La Chine, ils sont à 15 milliards. Hein. 15, peut-être 18. Hein. Bon, voilà, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Hein, voilà, hein. Donc, que les choses soient extrêmement claires. Voilà un petit peu. Et la Russie était un pays tout à fait, et le reste, sur un plan, je dirais, intellectuel, tout à fait
au premier rang des puissances spatiales, mais bon, ces engagements actuels que vous connaissez détournent un petit peu, je dirais, et les finances et la technologie. Donc la Russie est en train de prendre beaucoup de retard dans le spatial. Donc il reste très peu de puissance de premier rang, et la France, je le dis, c'est pas pour faire cocorico, mais c'est la réalité. Alors loin derrière, peut-être les États-Unis, ça va de soi, mais la France reste au tout premier rang de cette affaire. Voilà. Je m'arrête là, mais je pourrais en parler pendant des heures, donc je répondrai aux questions.